Le bord du monde est vertical, de Simon Parco. Foutue neige, grogne Gaspard, en passant ses moufles sur son visage rougi pour en ôter les flocons. Malgré ses skis habillés de peau de phoque, il s'enfonce dans une poudreuse abondante. Allez, Solal, avance! À ce rythme-là, on va arriver au milieu de la nuit! Devant lui, son partenaire s'est arrêté, essoufflé par l'ascension. C'est bon, je vais reprendre. J'ai pas le même rythme que les autres. Faut que je me mette en jambes, ça va aller ensuite. Il halète. Cela fait un petit nuage de vapeur qu'il tente d'emprisonner entre ses gants, puis relève la tête. Autour de lui, le monde est en train de disparaître sous une épaisse couche de blanc qui colle le ciel à la terre. À droite comme à gauche, les montagnes jettent leurs murailles vers le ciel. Mais là, en pleine tourmente, il arrive à peine à déceler les pentes des deux flancs qui viennent se heurter en fond de vallée, formant un V parfait. On raconte qu'un jour, un géant aurait donné un coup de hache dans la croûte terrestre, suite à un accès de colère, puis il serait reparti, laissant derrière lui une béance fumante de plusieurs milliers de mètres qui se refroidit jusqu'à devenir la vallée des glaces, cet immense couloir de gel que Gaspard et Solal remontent avec peine. Pour ne pas se perdre, ils suivent l'unique installation humaine, la ligne électrique, un fil soutenu par des poteaux qui relient les hameaux de la vallée. La ligne électrique, c'est un soutien précieux à celui qui se perd, un frêle fil noir qui charrie la lumière à l'extrémité de la terre, un trait d'obscurité dans la blancheur du monde. Devant eux, les silhouettes de Vic et Issé semblent s'écarter de la ligne pour remonter sur la gauche, droit dans la pente. « Allez, gamin, viens, faut vite relier le reste de la cordée avant que la neige nous perde !» insiste Gaspard en accélérant le pas. Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Chapitre 1. Cindy Coiffure. Madame Habib sur le trottoir, en chemisier malgré le froid, tend le bras pour éloigner sa cigarette. L'autre est repliée sous sa poitrine. À la fois raide et frissonnante, elle examine la vitrine de son salon comme si elle cherchait à en percer le mystère. Les lettres blanches de l'enseigne, l'immense poster sur lequel une femme coiffée comme Louise Brooks a l'air de regarder ses pieds, la liste des tarifs sur la porte en verre. Et à l'autre extrémité, tout en bas, inutile et solitaire dans son vase transparent, une tige de bambou qui n'a jamais poussé de plus d'1 centimètre. C'est le nom qui ne va pas. Cindy. La fille de l'ancien propriétaire s'appelait comme ça. C'était à la mode en 1982, mais aujourd'hui ça ne dit plus rien à personne. Madame Habib se méprend complètement sur le standing de son salon. Elle en a tellement rêvé qu'elle a fini par se convaincre qu'elle dirigeait l'équivalent d'un Desange, alors que Cindy Coiffure est minuscule, tout en longueur, caché dans un renfoncement, lui-même planqué dans un passage, et survit grâce à une clientèle d'habitués dont la moyenne d'âge avoisine les 70 ans. Cindy Coiffure est exactement le nom qu'il devait porter. Ah, et qu'on ne me parle pas d'un truc antif, qualitatif ou je ne sais quoi, je déteste les jeux de mots. Elle tire sur sa cigarette que Clara entend crépiter. J'ai pensé à quelque chose, vous allez me dire. Petite pause pour préparer son effet. Le jardin des délices. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Un restaurant chinois, a envie de répondre Clara. Un Afghan à Paris de Mahmoud Nassimi. Un livre pour survivre. J'aime les livres et j'aime les lire, mais pas depuis toujours. Jusqu'à mon arrivée en France, je leur tournais le dos. Ils n'avaient que peu d'intérêt à mes yeux. Pire, ils rimaient avec école, obligation, devoir, sanction. En découvrant la littérature française, ce jour où mes pas m'ont conduit au cimetière du Père Lachaise, j'ai soulevé le voile qui me cachait la beauté du monde. Depuis lors, j'ai toujours un livre à portée de main, comme un ami prêt à me chuchoter quelques mots rassurants, venus briser ma solitude. Tourner les pages, c'est avoir accès à la douceur de la nature. Les livres tracent mon chemin en guidant mon imagination vers de beaux horizons. Ils font dorénavant partie de mon voyage, autant que la lumière par la fenêtre et le sourire dans la vie. Il est vrai que les nuages assombrissent régulièrement mon ciel, mais quand j'ouvre un livre, un rayon de soleil illumine mon cœur. Les livres m'apprennent à apprivoiser le chagrin, à éclairer l'obscurité de mes pensées. Ces dernières années, la réalité de ma vie demeura celle d'un réfugié. Je ne mangeais pas toujours à ma faim. Il m'arrivait de passer la semaine avec un frigidaire vide ou de ne manger que des pâtes à tous les repas.
Je perdais parfois des journées entières derrière un guichet pour un document administratif. J'étais dévastée par les mauvaises nouvelles qui venaient de mon pays, souvent blessée par les moqueries des gens qui pensaient que je perdais mon temps à vouloir écrire en français. Malgré tous ces moments difficiles, je me nourrissais d'espoir et pensais à Lao Tzu, philosophe chinois, affirmant « Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre de l'obscurité. » Le dernier des siens, de Sylvie Grimbert. De loin, seule la tache blanche de leur ventre se détachait sur la paroi de la falaise, surmontée d'un bec qui brillait, crochu comme celui d'un rapace, mais beaucoup plus long. Ils avançaient en balançant de droite à gauche. On avait l'impression qu'ils prenaient leur temps, vérifiaient à chaque pas leur stabilité, et qu'à chaque pas ils rétablissaient leur corps par un roulement du bassin. Les hommes progressaient eux aussi avec difficulté, cherchant des appuis sur le sol détrempé et lourd de la petite île, le dos presque parallèle à la plage, bras et jambes écartés, comme des crabes géants en ligne face aux pingouins, qui continuaient pourtant de se diriger vers le rivage, à leur façon précautionneuse, totalement déplacée dans cette situation. Il faisait beau sur Eldey, ce rocher abrupt dont l'on pouvait apercevoir au loin les côtes de l'Islande, du moins par rapport à une journée ordinaire, lorsque les vagues sont énormes, si bien que même s'il ne pleut pas, il y a toujours quelque chose d'humide et de froid qui stagne dans l'air et brouille le regard. Aujourd'hui, le ciel était d'un gris uni, et l'on voyait nettement, sous cette lumière plate, les silhouettes humaines et animales s'approcher les unes des autres sur la grève. Puis, très vite, les hommes se jetaient sur les oiseaux, certains les assommant avec des bâtons, d'autres les écrasant de tout leur poids, leur tordant le cou tandis qu'ils se débattaient. Quand les tueurs se relevaient, ils emportaient les pingouins flasques, la tête coincée dans leurs poings, les jetaient sur un tas, et l'on pouvait distinguer les 2 taches blanches entre leur bec et leur œil, comme des papillons posés sur la charogne. Le soldat désaccordé de Gilles Marchand. Je n'étais pas parti la fleur au fusil. Je ne connais d'ailleurs personne qui l'ait vécu ainsi. L'image était certes jolie, mais elle ne reflétait pas la réalité. On n'imaginait pas que le conflit allait s'éterniser, évidemment. Personne ne pouvait le prévoir. On croyait passer l'été sous les drapeaux et revenir pour l'automne avec l'Alsace et la Lorraine en bandoulière. À temps pour les moissons, les vendanges ou de nouveaux tours de vis à l'usine. Pour tout dire, ça emmerdait pas mal de monde, cette histoire. On avait mieux à faire qu'aller taper sur nos voisins. Pourtant, on savait que ça viendrait. On nous avait bien préparés à cette idée. À force de nous raconter qu'ils étaient nos ennemis, on avait fini par le croire. Alors, quand ils sont passés par le Luxembourg et la Belgique, il n'y avait pas grand monde pour leur trouver des circonstances atténuantes. Et on était nombreux à être volontaires pour leur expliquer que ça ne se faisait pas trop d'aller envahir des pays neutres. On a quitté nos femmes et nos enfants pour ceux qui en avaient. Je me souviens d'Anna sur le quai de la gare, seule au milieu de ses amis, et moi, seule à la fenêtre de mon pauvre wagon, entourée de plusieurs dizaines de têtes et de képis. Ça chantait, ça criait, mais c'était seul. Ce sont les au revoir, c'est comme ça. On a beau mettre une foule en décor, elle ne fait pas le poids face à la solitude. Si on avait su. De mes camarades de wagon, combien sont revenus en 18 ? Les morts officiels, les disparus, les estropiés. Il aurait eu une drôle de gueule amochée, le wagon du retour. Mon pauvre lapin de César Morgievitch. Mes projets de carrière sont tombés à l'eau, vous savez. Les gens m'avaient pourtant prévenu. C'était il y a quelques mois, j'étais encore à Sciences Po. Je venais de rater le concours de l'ENA, mais comme si je n'avais pas eu ma dose, je m'étais réinscrit en prépa pour 1 an de plus. Je fais souvent des choix stupides. Personne n'a le concours du premier coup, ce sera pour l'année prochaine. J'ai tenu 1 semaine. Un soir, on était dans l'amphi les uns sur les autres. C'était un de ces cours sordides qui se terminaient à 21h. J'avais horriblement faim, ma vie était nulle, je n'en pouvais plus d'être avec tous ces humains. Comment est-ce qu'ils faisaient pour être concentrés alors que l'heure du dîner était passée ? J'espérais que mon ventre n'allait pas se mettre à gargouiller. Affalé sur son fauteuil, le professeur Gottlieb nous expliquait comment se démarquer le jour du grand oral. Tous prenaient des notes frénétiquement. Aucun ne semblait douter de sa capacité à se démarquer le jour du grand oral.
Pour ma part, je n'écoutais pas, car je transpirais dramatiquement du dos et je ne pouvais penser à rien d'autre. D'ordinaire, je me mettais au dernier rang pour transpirer en paix, mais cette fois, je n'avais pas eu le temps. Il y avait au moins 10 rangées derrière moi. C'était l'enfer. Pendant ce temps, le professeur Gottlieb continuait à nous encourager. Il répétait que seuls les candidats les plus solides pouvaient prétendre réussir l'ENA. Je regardais autour de moi, personne ne réagissait. Que des candidats solides. Il insistait. N'oubliez jamais que le jury cherche à éliminer ceux qui ne savent pas gérer leur stress. Autant dire clairement qu'on ne voulait pas de moi. Pourquoi de si cruels critères ? Je me demandais comment j'allais faire pour devenir un autre homme en quelques mois. Nuit nigériane de Mélanie Birgelaine. Il avançait à toute allure sur une route à 4 voies déserte. Le bitume encore tiède baignait dans la lueur orangée d'une enfilade de lampadaires, dont les halos l'un après l'autre glissaient sur le pare-brise. Là-haut, la lune filiforme, décroissante, lui souriait. Olujimi appuya sur l'accélérateur. Il quitta la route de l'aéroport pour prendre le boulevard périphérique. Il continuait d'accélérer, comme s'il pouvait gagner du temps, retarder le lever du jour. Dehors, pourtant, déjà, la nuit se désagrégeait. Les tours inachevées du Central Business District se dressaient devant lui, ombre chinoise dans un ciel déjà jauni. Quelques secondes encore, et les premiers rayons du soleil traverseraient leurs énormes fenêtres béantes. Olujimi enfila une paire de Ray-Ban, le modèle aviateur que Mirko lui avait offert, spécialement rapporté de Berlin rien que pour lui. En se contorsionnant un peu, il extirpa une cigarette du paquet de Rothmans qui sortait, éventré de sa poche arrière, la porta à sa bouche. Il sortit un briquet, alluma la cigarette. Il ouvrit la fenêtre, jeta un coup d'œil au cadran du tableau de bord. Il était 6h34. Un vif filet de lumière jaillit au bout de l'horizon. Un nouveau jour se levait, un nouveau jour sur Abuja, le premier jour sans lui. Mirko venait probablement de décoller. Son avion ne devait pas passer bien loin de là, au-dessus des collines rocailleuses. Et Olujimi scruta la voûte céleste, à l'aveuglette, à la recherche d'un signe, d'un ultime adieu. En vain. Mirko était déjà hors de portée. Le tableau du peintre juif de Benoît Séverac. À l'heure qu'il est, je pourrais être installé sur la terrasse d'Annie et Kader, en train de siroter un apéritif et de regarder le soleil s'avachir sur la Chênaie. Mon seul souci serait la présence de moustiques. Bien qu'aucun de nous ne croie en leur efficacité, nous allumerions des serpentins répulsifs et nous continuerions à boire en ponctuant notre conversation de tape sur nos avant-bras et nos chevilles. Au lieu de quoi, je suis dans cette salle d'interrogatoire, entre cellules de prison et abris anti-atomiques, et je crève de chaud autant que de peur. La France, la Dordogne, les vacances, tout cela me paraît si loin, si inaccessible. Pour l'instant, il y a plus grave que mes congés gâchés et l'inconfort d'une garde à vue, plus grave même que la perte de mon tableau. Il s'agit d'éviter la prison en Israël qui plus est. Sortir d'ici, en finir avec cette détention qui ne dit pas son nom, foutre le camp. Cela fait des heures qu'ils me retiennent, je suis épuisé, j'ai soif, j'ai faim. Et il ne se passe rien. On ne m'informe de rien. Un policier est venu chuchoter quelques mots à l'oreille de son collègue qui me surveillait, puis ils sont sortis sans une explication. À présent, ils me font mariner. Je ne sais pas depuis combien de temps je poirote, je suis sûre qu'ils le font exprès, que cela fait partie d'une stratégie. J'ai beau le savoir, j'ai beau me le répéter, ça fonctionne. Je ne sais pas ce que je vais devenir. J'imagine le pire. C'est moche ici. Pas sale, mais pas accueillant non plus. Où que mon regard se pose, ces peintures écaillées, mobilier fatigué, revêtements piétinés. Je pense à tous les types qui m'ont précédé ici. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Que peut-on me reprocher ? Comment puis-je être tenu pour responsable d'événements qui se sont déroulés il y a 75 ans ? Je n'étais pas né.